vivres et des semences aux populations vulnérables du Burkina Faso pour la campagne agricole en cours. C'est le premier volet du programme national de réponse aux personnes vulnérables. 3 autres volets sont en cours et qui concernent la santé, l'éducation et l'autonomisation. Le programme est lancé ce vendredi à Kaya. Des précisions dans ce journal. Et puis, tentative d'attentat sur les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite. Riyad annonce que l'attaque déjouée visait la grande mosquée de la Mecque. Les pays arabes condamnent fermement cet acte qui aurait pu faire de nombreuses victimes. Et puis, le laboratoire national de santé publique ouvre ses portes au public pour se faire mieux connaître. L'opération Séduction qui va se dérouler du 29 au 30 juin prochain propose plusieurs activités. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau le directeur général du laboratoire national de santé publique, le professeur Maxime Drabo. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ce midi. Bon appétit à vous si vous êtes à table et merci de suivre les actualités de la mi-journée. Et pour commencer ce journal, cette rencontre des acteurs du secteur rural, la production agro-silvo-pastorale au Burkina Faso, on parle planification pour mieux relever les défis à venir. Responsables des départements en charge du secteur rural et partenaires techniques et financiers sont en concertation à Ouagadougou. Ibrahima Sombié, Bouma Ernest Nebi. Les chefs de département en charge du monde rural échangent avec les partenaires techniques et financiers PTF autour de la question de développement. Il s'agit pour les PTF du secteur de planification production agro-silvo-pastorale de discuter avec les ministres en charge du secteur rural sur une compréhension harmonisée du secteur. On a un certain nombre de points sur lesquels nous devons discuter, mais ces points-là, c'est juste pour faire en sorte que nous ayons les mêmes compréhensions du contenu de ce secteur, du contenu des différentes politiques et du comment faire en sorte que nous puissions faire en sorte que ces politiques soient mises en œuvre et que ces politiques puissent avoir un impact sur le développement économique et social de notre pays. Pour les financiers, c'est une rencontre qui permettra aux différentes parties d'harmoniser et d'intégrer leur politique de développement. Les problèmes dans le secteur rural, c'est très divers et on veut travailler ensemble avec tous les partenaires prenants des gouvernements, des autres, pour résoudre beaucoup de problèmes. À l'issue de cette rencontre, les deux parties devraient donc s'accorder sur les solutions et les ajustements idoines qui permettront au monde rural de jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre du PNDS. La Caisse nationale de sécurité sociale remporte le trophée de la responsabilité sociale des entreprises, des sociétés d'État. Sur les 21 sociétés d'État candidates à la première édition de ce concours, la CNSS a le mieux intégré le concept selon les organisateurs. La remise des trophées avec Mathias Drabo cette fois et Maxime Zongo. La Caisse nationale de sécurité sociale, lauréate de la première édition du trophée de l'entreprise citoyenne. Sur 21 entreprises concurrentes, la CNSS s'en sort avec une note de 10,14 sur 20. Selon le jury, composé essentiellement d'universitaires, elle est la société d'État qui a le mieux intégré le concept de responsabilité sociale RSE. Mise en œuvre d'un système très performant de gestion prévisionnelle, bon système de gestion de relations sociales, entre autres. Tout concourt à la création de valeur. Il ne s'agit pas seulement des résultats positifs, mais d'un ensemble de choses où le conseil d'administration est satisfait, les actionnaires sont satisfaits et les travailleurs également de leur côté sont satisfaits. Les notes varient de 5,18 à 10,74 avec une moyenne générale de 7,74. Des résultats peu satisfaisants selon le président du jury. Le ministre de tutelle conseille alors la formation continue pour relever le défi. Une société, quand elle est créée, elle cherche donc la plus grande profitabilité. Mais à côté de ça, il va falloir aussi tenir compte de ses employés,
de l'environnement, d'un certain nombre de choses. L'économique qui s'assoit sur du social est appelé à réussir. Le président de l'université Ouagadougou s'engage pour sa part à prendre en charge la formation d'un agent de chaque entreprise ayant concouru à cette édition. Le premier responsable du département en charge du commerce et de l'industrie entend élargir le concept de RSE dans tous les secteurs du privé et du public. Cette première édition marque également la célébration des 25 ans de l'Assemblée générale des sociétés d'État. La politique nationale de protection sociale met en place les instruments et les mécanismes pour lutter contre la pauvreté au Burkina Faso. Le programme national de réponse aux besoins des personnes vulnérables pose des actes concrets, des vivres et des semences pour les personnes vulnérables. C'est le premier volet du programme. L'éducation, la santé et l'autonomisation sont les autres domaines concernés par le programme lancé hier vendredi à Kaya. Des précisions avec Ali Doubadini et Mounira Kiri. Des semences améliorées et des vivres remis à ces chefs de ménage venus de divers contrées du Burkina. Ce geste marque le lancement des activités du programme national de réponse aux besoins des personnes vulnérables, un programme qui traduit la volonté du gouvernement à lutter contre l'exclusion sociale et les dures conditions de vie des ménages en situation de précarité. Amener les populations les plus vulnérables à améliorer leurs conditions de vie et permettre également leur contribution au développement du Burkina Faso. C'est ainsi que ce programme a été conçu et nous le rappelons, il a 4 composantes. Nous avons une composante éducation, une composante santé et nutrition, une composante sécurité alimentaire. Les communes de Kaya, de Mané, de Manga, de Senga et de l'arrondissement numéro 3 de Bogo-Dioulasso sont les premières à bénéficier de ce programme. Plus de 1400 personnes y sont déclarées vulnérables et vont se voir distribuer des semences et des vivres d'une valeur estimée à 128 millions de francs CFA. Nous avons tellement de menus dans nos populations. Je pense que ce programme de réponse va enlever vraiment les épines des pieds de ces personnes vulnérables. Les volets éducation, santé et nutrition se feront de façon progressive. Dès la rentrée prochaine, des dispositions seront prises pour scolariser environ 800 enfants issus des ménages déclarés vulnérables dans les 5 communes concernées. Et puis cette polémique autour du projet de normalisation d'une école primaire à Dou dans la commune rurale de Moussodougou. Le maire est confronté à une réticence concernant le site identifié pour les travaux d'extension de l'école, une situation qui crée une tension et division au sein du conseil municipal. On voit cela avec Mané Kahien et Hahadi Sandamba. L'histoire remonte à 2013 avec l'ouverture d'une école sous paillote dans ce verger, et ce à la demande du propriétaire. Et aujourd'hui, avec le projet de normalisation de l'école, le torchon brûle entre les héritiers et la mairie de Moussodougou. Ils ne parlent plus le même langage. Les gens qui sont venus pour faire les paillotes, donc ici la population a demandé que comme c'est d'abord les paillotes qui n'ont qu'à faire pardon pour qu'ils s'assoient dans les ombres, comme les tôles là se chauffent. Si c'est les hangars là, les enfants vont souffrir. Il dit non, que donc c'est pas grave, parce que c'est lui qui a demandé et que toute la parcelle là c'est pour lui. Donc il peut faire l'hangar sous les manguiers, comme c'est pas un bâtiment. Quand ça serait un bâtiment, il rejoint leur espace. Et puis c'est quelque chose qui a été donné bien avant. Ce n'est pas l'héritier qui avait donné, c'était le défunt qui avait donné. Et il avait donné pour une cause. La cause, c'était quoi? C'était le conflit qui se posait entre la population de Dou. C'est pour cela qu'on veut occuper les places pour que l'école soit un lieu public pour nous tous et puis le conflit là s'arrête. En plus de cela, les responsables de la mairie justifient leur position par le fait qu'il faut toujours réaliser des œuvres pour la majorité et non pour une minorité. L'ancien site là est au centre. On ne peut pas aller construire l'école pour 5 concessions alors qu'il y a 30 de l'autre côté qui ne vont pas bénéficier, quoi. Du côté de la communauté éducative, le maintien de l'école sur le site actuel ne serait pas conforme à la réglementation en vigueur au Burkina Faso. Les normes requises, c'est de 13,5 hectares en zone rurale et actuellement le verger ne fait même pas 3 hectares et qu'il faille détruire ça. Et l'argumentaire qu'ils ont voulu
avancé après, c'est que il voulait faire 3 classes dans le verger et que les autres réalisations se poursuivent dans le nouveau site. J'ai dit, mais ça ne sert à rien. Une position que les héritiers ont accueillie avec joie. Et pour la défense de cette position, ces derniers font appel au mouvement Y en a marre. Avec l'entrée des OSC dans la danse, le problème va donc prendre une autre tournure. C'était le 16 juin dernier lors d'une marche qui aurait été organisée par les héritiers. Du côté de la municipalité, l'on va aussi envisager une marche de soutien au maire à une date qui coïncide également à celle choisie par les héritiers pour une deuxième marche. Et le pire, toutes ces 2 marches auront le même itinéraire ainsi que la même destination. Face au risque que peut comporter une telle situation, notamment pour la paix sociale au niveau de Moussodougou, nous avons échangé toute la journée d'aujourd'hui, mardi 20 juin, avec l'ensemble des acteurs et nous sommes parvenus de chaque côté à signer un engagement avec l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent renoncer à leur mouvement et nous permettre la concertation plus élargie pour amener les 2 acteurs à revoir leur position et à permettre la construction de l'école pour l'avenir des enfants. Ce fut un pari gagné pour la médiation. Le préfet a donc réussi à calmer le jeu. Et ce mercredi, il n'y a pas eu de marche, ni du côté des partisans du maire, ni du côté des héritiers. Cependant, le problème demeure et c'est donc une affaire à suivre. Et aux dernières nouvelles, un consensus est trouvé donc à Moussodougou pour la construction de l'école primaire Adou et le maintien du verger. Tout est donc rentré dans l'ordre. Le laboratoire national de santé publique envisage une opération séduction qui va se dérouler du 29 au 30 juin prochain. Ce sont des journées portes ouvertes pour mieux faire connaître la structure et ses missions. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau le directeur général de la structure, le professeur Maxime Drabo. Bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Merci bien. Avant de parler de cette activité que vous envisagez très prochainement pour faire connaître le laboratoire national de santé publique, on va parler de ces cas de fraude qui défraient toujours la chronique et plus particulièrement ce problème de riz en plastique. On sait que vous avez beaucoup communiqué sur la question, mais il y a encore des doutes qui sont là. Est-ce que vous pouvez définitivement parler de cette question-là, de cette question? Très bien, merci bien. Effectivement, nous avons été mis à contribution pour donner notre point de vue sur la qualité d'un riz qui était incriminé. Alors, en effet, nous avons reçu des échantillons de ce riz incriminé et nous avons procédé à la mise en place d'une méthodologie qui a consisté à comparer 26 critères de ce riz-là avec un riz de référence. Et le riz de référence, c'est un riz qui a été produit à Bagré. Si vous me permettez, je peux donner le nom de ce riz-là. Bien sûr. Ouais, c'est le Bagré Mamamoui. Exactement. Et donc, nous avons aussi refait tout le processus-là de l'investigatrice qui avait suscité justement le doute. Et je profite de vous dire que la différence entre elle et nous, c'est que nous avons procédé à une comparaison du riz incriminé avec un riz standard qui répondait bien sûr aux critères de qualité. Et je pense que vous auriez dû lui suggérer justement de faire pareil. Ça aurait pu consolider sa conclusion et édifier le téléspectateur. Alors, de façon routinière, nous utilisons 10 à 12 critères pour qualifier le riz. Cette fois-ci, nous avons utilisé 26 critères. Et les résultats n'ont pas montré de différence significative entre ce riz incriminé et bien sûr le riz de Bagré. Donc nous avons naturellement conclu que ce riz incriminé était de qualité satisfaisante, pouvant être consommé par l'homme. Donc il n'y a pas de riz en plastique sur le marché national? Ben, pas celui en tout cas que nous avons contrôlé. Que vous avez testé, que vous avez contrôlé. Au-delà de ce riz-là, il y a plusieurs produits impropres à la consommation sur le terrain. Et finalement, on a l'impression que vous attendez qu'on vous alerte avant d'aller sur le terrain. Est-ce que vous jouez véritablement le rôle de police pour permettre aux consommateurs burkinabés d'être
dans toute quiétude de consommer les produits sur le terrain? Je dirais que oui, parce que le LNSP est un instrument mis en place par le gouvernement pour jouer un rôle régalien, celui de vérifier la qualité sanitaire des produits mis à la consommation humaine sur l'étendue du territoire. Donc, de façon classique, nous sommes insérés dans le cordon douanier, c'est-à-dire dans toute la chaîne qui mène à la mise à la consommation. Et une fois que le produit est autorisé par le ministère du Commerce, et lorsqu'il est disponible, nous procédons à des prélèvements et à des tests, à des contrôles, selon justement des paramètres qui ont déjà été standardisés, soit au niveau de façon norme, ou au niveau des normes internationales, c'est-à-dire européennes ou américaines. Donc, de façon systématique, tout ce qui rentre légalement au Burkina Faso et qui est de notre domaine est contrôlé. Et nos résultats servent pour les prises de décision, soit les retraits à la consommation, ou parfois même nos résultats servent aussi aux acteurs économiques, ceux qui produisent localement par exemple. Nos résultats leur servent pour améliorer les processus de production, les processus de manipulation des produits, de manutention des produits. Donc je pourrais dire qu'on joue véritablement notre rôle. Mais il faut ajouter que nous sommes un établissement public de santé. Alors nous avons cette philosophie médicale-là. On est plus préoccupé par les prestations que par la communication avec le public. C'est pourquoi on n'est pas connu. C'est pourquoi justement cette prochaine question que j'allais vous poser, c'est pourquoi vous êtes si peu connu, pourquoi vous communiquez peu autour du laboratoire national de santé publique? Qu'est-ce qui explique cela? Je vous disais tantôt que nous appartenons aux établissements publics de santé. Donc à l'intérieur, vous avez une certaine philosophie. Vous savez, autant dans les hôpitaux que chez nous, chaque jour on est plus préoccupé par la qualité des processus menant soit à l'offre de soins, soit aux prestations au LNSP. Donc ce n'est pas dans notre culture de systématiquement communiquer avec les bénéficiaires, les clients ou le citoyen. Mais c'est ce que nous tentons de corriger, bien sûr. Nous corrigeons cela et les portes ouvertes vont participer un temps soit peu à corriger cette insuffisance. On va parler justement de ces journées portes ouvertes-là que vous envisagez pour du 29 au 30 juin prochain. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ces journées-là? Alors, nous savons que le citoyen a droit à avoir des informations sur le fonctionnement des institutions publiques, parce que c'est l'argent du contribuable qui est utilisé pour faire fonctionner ces institutions. Donc, nous ne pouvions pas continuer cette culture-là. Et nous nous sommes dit, même si c'est un domaine très technique, même s'il est fragile, parce que nous avons du matériel qui ne doit pas être exposé, nous allons faire l'effort pour que le citoyen puisse connaître son outil, puisse visiter le laboratoire et puisse lui-même être édifié sur ce que le gouvernement fait pour prévenir les risques sanitaires liés à la consommation des produits fabriqués localement ou importés. Alors, au-delà des journées portes ouvertes, quelles sont les activités, enfin des expositions, des visites dont vous avez parlé tantôt? Est-ce qu'il y a d'autres activités au programme de ces 2 jours? Alors d'abord, l'ouverture aura lieu le jeudi 29 à 9 h sous le patronage de Monsieur le ministre de la Santé. Et puis, nous allons exposer ce que nous faisons dans des stands au sein même du LNSP. Et nous allons ouvrir les laboratoires au public par des visites guidées. Donc les gens verront comment on contrôle le yaourt, comment on contrôle le riz, l'huile, etc. Et il y aura aussi des ateliers de communication et d'échange autour des thèmes, disons des thèmes d'actualité. Par exemple, c'est la nécessité du contrôle de qualité des produits de grande consommation. C'est aussi le contrôle de qualité des produits manufacturés importés au Burkina, acquis, insuffisances et perspectives. Et nous allons faire œuvre utile, parce qu'au cours des portes ouvertes, nous allons faire une opération don de sang avec le Centre national de transfusion sanguine. Et puis, nous allons gratuitement contribuer au diagnostic du diabète et de l'hypertension artérielle pour le public. Alors, monsieur le directeur général, je voudrais juste que vous nous disiez encore comment on peut interpeller le laboratoire national de santé publique.
Alors, solliciter votre intervention. Tout à fait. Le citoyen peut solliciter le LNSP, mais vous voyez, ce qui nous préoccupe, c'est l'utilisation de nos résultats. Quand ce n'est pas une structure connue, nous avons parfois des résultats, on cherche les commanditaires, on ne les trouve pas. Donc individuellement, c'est un peu difficile. On peut passer par les officiers de police judiciaire, on peut aussi passer par les associations de consommateurs, on peut passer par les structures qui sont reconnues, les structures de l'État, et qui sont en quête, par exemple, ceux qui luttent contre la fraude, ceux qui luttent contre la falsification, on peut les utiliser pour requérir le laboratoire national de santé publique pour une question donnée. Alors, je précise que lorsque c'est individuel, ça pose ce problème du retour de l'information et de ce qu'on va faire avec l'information. Je peux vous donner un exemple. Hein. Si un individu vient nous recueillir notre point de vue par rapport à une intoxication qui a eu lieu dans son foyer, ben, nous ne savons pas ce qu'il va faire des résultats. Vous savez, ça peut entraîner d'autres choses que nous n'imaginons pas au sein du foyer, par exemple. Donc, quand c'est encadré par des structures connues, c'est encore plus sécurisant pour nous. Merci beaucoup, monsieur le directeur général du Laboratoire national de santé publique, d'être venu sur notre plateau pour nous parler des journées portes ouvertes que vous organisez du 29 au 30 juin prochain. Est-ce que vous avez des attentes particulières de ces journées-là? Alors, c'est d'abord situer le LNSP, parce que ce n'est pas sûr qu'on nous connaisse. Hein. Alors, ceux qui viennent du CIAO et qui vont vers l'échangeur Ouaga 2000 verront à leur droite la CFAO. Alors, nous sommes en face de la CFAO. Nous sommes également voisins de l'ex-CMA de Bogodogo, devenu le tout nouvel hôpital du district de Bogodogo. L'autre attente, c'est une grande participation des citoyens, parce que c'est leur argent qui sert à faire fonctionner le LNSP à travers les subventions que nous recevons. Oui. L'autre appel que je voulais lancer, c'est pour les opérateurs économiques, ceux qui participent à la production locale ou à l'importation. Nous voudrions qu'ils aient pour intérêt, qu'ils s'intéressent. C'est vrai, hein, c'est bien de faire le bénéfice. Hein. Nous sommes dans un monde où le mercantilisme débridé domine, mais il devrait s'intéresser à la qualité des processus de production, de manutention, hein, lors des transactions. Parce qu'avant et après tout, c'est des consommateurs hein, qui sont exposés au même titre que les autres citoyens au risque. Donc, ils doivent s'impliquer hein, dans la promotion de la santé, ou en tout cas, ils ne doivent pas être des acteurs de mise en danger de la santé d'eux-mêmes, parce qu'ils sont consommateurs, et des autres citoyens. Voilà. Juste pour le profit. Merci en tout cas, professeur Maxime Drabo, pour toutes ces précisions. Et donc, on va se donner rendez-vous le 29 et le 30 juin prochain pour les journées portes ouvertes du Laboratoire national de santé publique à Ouagadougou. Nous allons poursuivre ce journal avec vous, si vous le voulez bien. Et nous allons parler de cette formation des journalistes sur les enjeux du procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw. C'est le Centre national, le Centre de gouvernance démocratique, qui offre aux hommes de médias la possibilité de renforcer leurs connaissances sur le Conseil constitutionnel et les juridictions internationales au prisme de la protection des droits de l'homme. Le contenu des productions journalistiques n'en sera que meilleur. Alidou Badini et Mounira Kéré pour les précisions. Le juge national et international à l'épreuve de la protection des droits humains, tel est le sujet à l'ordre du jour de cette session de formation au profit des hommes de médias. Une formation rendue possible grâce au CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Le CGD accompagne les journalistes depuis le début de son plan d'action, c'est-à-dire renforcer les journalistes en matière de traitement des questions liées à la gouvernance et liées à la démocratie. C'est dans cette optique que nous avons voulu cette formation pour outiller les journalistes sur le traitement des questions liées à la Constitution, liées à la Haute Cour de justice et liées au traitement de la défense des droits humains. Plusieurs juridictions sont entrées en scène dans le cadre du procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw et les décisions rendues méritent d'être mieux connues par les hommes de médias
pour un traitement de qualité de l'information. Ce sont des questions assez complexes qui nécessitent que les premiers porteurs de voix, que sont les journalistes, comprennent bien ce mécanisme juridique pour mieux porter l'information auprès des citoyens, pour que les citoyens comprennent qu'au-delà des questions politiques, il y a des véritables enjeux techniques et qu'un bon procès ne peut se dérouler sans le respect de ces règles. Une formation sur l'avant-projet de la Constitution de la Ve République est en vue, une façon pour le CGD de contribuer à l'enracinement de la démocratie au Burkina Faso. Les médias du centre-ouest, eux, ont reçu la visite d'une délégation du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Une délégation conduite par la secrétaire générale du département pour encourager la dizaine de médias actifs dans la région et présenter les mécanismes d'appui à la presse privée. L'autre raison de la sortie de Koudougou est que la ville doit abriter une des stations de la télévision numérique de terre dont les travaux sont en cours. Césaire Carrefour, Aruna Mari. La secrétaire générale du ministère en charge de la communication, en direct sur la radio Notre-Dame de Koudougou, Hortense Zida, à la tête d'une délégation du département, est venue visiter les médias de Koudougou, occasion de présenter les différents appuis offerts par le ministère aux médias privés. C'est également le lieu indiqué pour saluer le travail abattu par ces médias de proximité. Nous avons en tout cas dit la disponibilité du ministère de la Communication à œuvrer pour interpeller et appeler les médias, surtout les médias privés, à une collaboration pour permettre à ces personnes commises à des tâches qui sont indispensables afin que le message que le gouvernement veut porter en direction des populations ou que le retour de ce message des populations vers le gouvernement puisse s'effectuer dans de bonnes conditions. Au cours de cette sortie, 6 médias privés et le service régional des éditions citoyennes ont été visités, mais pas seulement. Parmi ces médias, la radio Palabre. Ce média oral veut s'ériger en véritable tribune pour libérer la parole paysanne. Ici, à la station de diffusion de la télévision numérique de terre, ces techniciens s'activent pour achever le déploiement des équipements. Vous avez vu que les équipes sont au stade de finition. Les installations sont déjà là. Ils sont en train de parfaire ce qui est déjà fait, vu que c'est de la technologie et ainsi contrôlé. Et on peut dire au niveau du Koudougou, on est déjà à 80% de réalisation. Kadidja Savadogo a aussi présenté les possibilités offertes par la TNT aux promoteurs de médias privés. Question de préparer les esprits en attendant la mise en route de la radio numérique de terre. Autre point de l'actualité, la survie de l'humanité dépend de l'interdiction mondiale et permanente des armes nucléaires. C'est là l'ultime conviction du mouvement raélien international qui multiplie les actions de sensibilisation face à la situation. Le mouvement raélien du Burkina Faso parle donc de la campagne de médiatisation en faveur de la paix avec la presse. Kwale Nebié, Yolande Lompo. À l'approche du 7 juillet prochain, date à laquelle au niveau des Nations Unies, le traité d'interdiction des armes nucléaires sera soumis au vote, au Burkina Faso, le mouvement raélien intensifie ses actions de sensibilisation. Pour ce guide évêque, le temps est compté si nous voulons éviter l'autodestruction de l'humanité. Et la méditation pourrait être le remède miracle. Actuellement, les stocks d'armes nucléaires qu'il y a sur la planète sont suffisants pour faire exploser la planète Terre entière, qui devient comme une bombe qui peut exploser 9 fois. C'est donc un danger permanent. Alors, face à cela, le fondateur, le leader spirituel du mouvement raélien international, qui a demandé à tous les raéliens de la planète de méditer 1 minute pour la paix, chaque jour, à la 59e minute, c'est-à-dire envoyer des ondes de paix, de souhaiter la paix à tout le monde sur toute la planète. Pour l'heure, seuls 123 sur les 183 États ont approuvé la résolution L41. En Afrique de l'Ouest, le Mali se rallierait aux 5 grandes puissances sur les 9 que compte le continent qui campent toujours sur leur position. Les pays qui sont les plus grands détenteurs de l'arme nucléaire, notamment la Russie, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, ils ne veulent pas que ce vote ait lieu. Et alors, s'il y a une pression, et par vos prières, par vos méditations,
pour qu'il y ait la paix, cela va avoir un effet positif et faire basculer l'ensemble pour que justement la loi interdisant les armes nucléaires soit votée. Déjà le 17 juin dernier à New York, des femmes s'étaient mobilisées pour la même cause. Un mot de l'actualité hors de chez nous, un attentat terroriste déjoué en Arabie Saoudite. C'est la deuxième tentative d'attaque sur les lieux saints de l'islam en moins d'un an. L'attentat qui visait la grande mosquée de la Mecque aurait pu faire de nombreuses victimes. L'explosion a soufflé une partie du bâtiment. Vendredi matin, les forces de sécurité saoudiennes ont tenté d'interpeller un homme à la Mecque lorsqu'il a activé sa ceinture d'explosifs. L'effondrement de l'immeuble a blessé 11 personnes, dont 5 pèlerins. Selon la police, le terroriste avait planifié une attaque contre la grande mosquée de la Mecque, premier lieu saint de l'islam. Vendredi en fin de journée, les autorités saoudiennes précisaient que 2 des blessés étaient hors de danger et sortis de l'hôpital. Selon le gouvernement saoudien, l'attentat déjoué aurait dû avoir lieu au moment où des centaines de milliers de pèlerins convergent vers la Mecque à moins de 24 heures de la fin du Ramadan. Aucune revendication, ni aucun lien avec un groupe terroriste n'ont pour l'instant été rendus publics. Mais les lieux saints qu'abrite l'Arabie Saoudite ont déjà été la cible d'attaque. En juillet 2016, un attentat avait fait 4 morts à Médine, à proximité de la mosquée du prophète Mahomet. En Chine, un glissement meurtrier de terrain fait des morts et une centaine de disparus. Une quarantaine de villages, une quarantaine de maisons dans un village dans la province du sud-ouest ensevelis. Le drame est intervenu très tôt ce matin et les recherches sont en cours. C'est un pan entier de la montagne qui s'est effondré. Sous les tonnes de pierres, près de 100 personnes pourraient avoir été ensevelies dans cette vallée de la province du Sichuan, dans le centre de la Chine. À 6 h du matin, heure locale, le glissement de terrain a frappé le village de Shinmo et ses 40 maisons, tout ensevelies. Rapidement, les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence et les secours aidés par des habitants de la région tentent de retrouver des survivants. Merci d'avoir suivi les actualités de la mi-journée. Très bon week-end à tous et à toutes. Marine Fatim Ziman Boum Tia Yeye Makre Marine on a